Mosaïque. Refusnik, La Lot, Trops, Yaïn, Utopia, Mosaïque, Café, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yaïn. انت شخصك يما انت تركز يما انت نجوزك يما والبنك يتصلي امتى تيجي عندك Don't worry انا اوكي كله مظبط كله مصوقل Don't worry انا اوكي بلا هالمشكنتة ومتخوزك. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Marseille avec Yohan Morvan, spécialiste de la ville mixte de Lod. Bonjour Yohan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une ville mixte ? Nous entendons souvent le terme de ville mixte pour les villes de Jaffa, Saint-Jean-d'Acre ou Haïfa, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Une ville mixte est avant toute chose, dans le contexte administratif et bureaucratique israélien, une ville qui compte 10% de sa population classifiée comme arabe, à savoir d'origine donc palestinienne. Et qu'est-ce qui les caractérise ? Parce que quand on vous lit, on comprend qu'il y a différents types de villes mixtes. Et les villes mixtes sont des villes qui ont une origine en général tourmentée, dans la mesure où historiquement, donc la ville mixte par excellence, avant même la création de l'État hébreu, c'était la ville de Haïfa, qui comptait des populations juives et palestiniennes importantes et relativement mélangées serait trop fort, mais disons proches géographiquement. Et puis à la suite donc de 48, un certain nombre de localités palestiniennes qui parfois pouvaient avoir de la population juive comme Jaffa ou pas comme Lod, Al-Lid donc en arabe, se sont retrouvées mixifiées par la venue de migrants, de Olim, s'installant ou installés dans ces localités et opérant de ce fait une bascule démographique avec donc un reliquat de population palestinienne qui reste jusqu'à aujourd'hui. Haïfa, c'est l'exemple de la ville mixte en gros. D'autant que c'est une ville ouvrière et que c'est une ville où il y a des solidarités de classe entre certaines strates ouvrières, notamment par les syndicats, etc. Il y a un parti communiste qui est très fort. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'à Haïfa, il y avait aussi une bourgeoisie palestinienne importante, qui pour une part a migré avant 48 même, pour certains, et pour d'autres en 48. Mais il ne faut pas oublier que le projet sioniste était avant tout un projet rural et de développement économique par le rural, avec une certaine prévention contre la métropole, et l'idée que la métropole renvoie à une dimension juive galoutique. Et le fait aussi de vouloir un peu s'expandre au nord. Il y a trois grandes villes historiques que sont Tel Aviv-Jaffa, donc Tel Aviv qui est créée en 1909, Jaffa qui est bimillénaire, Jérusalem bien sûr, et aussi Haïfa qui est une ville ancienne. Après il y a un certain nombre d'autres localités qui peuvent être très anciennes, mais qui sont devenues des localités palestiniennes, comme le cas d'Al-Lid par exemple. Lida à l'époque antique était une ville juive, et puis après la christianisation, ça devient une ville à majorité musulmane, avec une population chrétienne aussi, mais très peu ou pas de population juive. L'urbanisation juive s'est opérée notamment à travers le plan Sharon d'Arié Sharon, de l'architecte. Oui. Le maillage territorial. Le maillage territorial, d'avoir un certain nombre de villes nouvelles et de villes moyennes, pas de grandes villes justement, et qui auraient pour fonction de désengorger l'urbanisation du centre du pays. Initialement, moi, j'avais l'idée de travailler sur les pauvretés urbaines dans le contexte israélien. J'avais compris qu'il y avait partie liée entre pauvreté urbaine et un certain nombre de villes de développement qui avaient échoué. Donc ces villes de développement sont ces villes moyennes qui ont été créées à la suite du plan Sharon dans les années 50, 60. Et donc j'avais fait une sorte de large survey d'une douzaine de ces villes de développement. Puis donc mon choix s'est porté sur Loud également, parce que là,
c'était l'occasion d'aller vers un des fondements et à la fois un des traumas les plus importants de l'identité israélienne et israélo-palestinienne, à savoir 48, car c'est la localité urbaine qui a été là. Il y a une sorte de villages qui ont été détruits et dont les populations ont été décimées ou exfiltrées. Mais en termes de population urbaine et de paysage urbain, Al-Lid, comme elle s'appelait alors, ou Lida pour le mandat britannique, a été celle qui a été la plus détruite, avec des massacres importants le 14 juillet 1948, et avec à la fois, en dépit de cette mise en ruine, des vestiges et un patrimoine assez riche, puisqu'on a dans cette localité un pont mamelouk, on a du patrimoine ottoman, on a du patrimoine aussi antique de l'époque romaine, des très belles mosaïques, et surnageant au-dessus donc, de ces différentes couches, strates historiques, donc une population assez désarmée face à des conditions socio-économiques assez difficiles, et cela en dépit d'une localisation exceptionnelle, puisque c'est une sorte de centre de gravité en fait, de l'espace israélo-palestinien, à la croisée des chemins de fer et à quelques encablures de l'aéroport qui pendant longtemps s'appelait encore aéroport de Lod. Je suis spécialiste aussi d'anthropologie économique, donc je me suis intéressé en particulier aux espaces marchands de cette agglomération, qui notamment comporte un marché forain en début de semaine, en plein air, dans une sorte de vaste terre-plein, parking, qui se trouve être le trou même d'Al-Lid, l'endroit de la destruction même d'Al-Lid, où donc était jusqu'en 48 la trame urbaine de ces petites ruelles datant de l'époque ottomane. الصور اللي على الحيط رتبتهم بالشنطة الغرف مبينة باكي وضيع مع كل هاد راح اشتغل الفترة ماخد معي حلم وغناي تيرفوني. Vous employez le terme d'urbicide pour désigner la création de la ville de Lod. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie un urbicide? Le terme urbicide, c'est un terme qui a été pas mal utilisé notamment pour décrire la guerre en Yougoslavie dans les années 90 et la destruction de Sarajevo. L'urbicide, c'est justement cette fin d'un cosmopolitisme par le bas, par le quotidien, entre des habitants de différentes confessions religieuses, de différentes ethnicités. Et donc dans le cas d'Al-Lid, Lod, Loud, Lida, évidemment, cette guerre de 48, d'indépendance pour les uns et Nakba pour les autres, représente la fin d'une certaine présence, si ce n'est mixte, puisque c'était pas si mixte que ça, mais en tout cas, puisqu'il n'y avait pas ou très peu de juifs, si ce n'est quelques commerçants, mais il y avait donc une population palestinienne de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, de majorité musulmane, mais avec une forte minorité chrétienne, dont il n'est resté que quelques centaines de personnes à l'issue de 48. Sur ce contexte donc de déchirure démographique totale, sont venues s'agglomérer des populations villageoises palestiniennes, d'abord de façon assez marginale, puisque les populations palestiniennes étaient dans des mobilités contraintes, et des populations juives, mais qui n'avaient pas de tradition urbaine forte, puisque c'était des populations juives issues de mondes ruraux, que ce soit donc en Europe orientale pour certains parmi les premiers habitants, mais qui en général sont peu ou pas restés, et pour une population qui, elle, est pour la moitié d'entre elles restée à Loud, des populations donc du Maghreb, en particulier de Tunisie et du Maroc. Et donc à travers cette perte d'une culture urbaine, il faut s'imaginer que Lida remonte à l'époque romaine, c'est donc 2000 ans d'histoire urbaine qui se trouve balayée en quelques semaines simplement, et que sur ce champ de ruines, ce sont des populations rurales qui viennent habiter là, et donc on peut penser à ce terme d'urbicide aussi par rapport à la fin donc d'une culture urbaine locale, fût-elle petite citadine. C'est une ville où les Israéliens ne vont pas naturellement, Lod?
C'est un espace repoussoir, hein. Loud, donc pour les habitants localement, c'est un peu dans les années 90-2000 l'image, mais aussi une des places marchandes les plus importantes pour le trafic de stupéfiants, donc avec les médias, la télévision, mais même aussi un peu le cinéma, hein, qui montre ces images de populations droguées qui viennent depuis la gare centrale des bus de la Tahranah Merkazit de Tel Aviv jusqu'à cette petite gare centrale de Loud, avide donc de dope. Mais c'est une réalité qui est aujourd'hui bien moindre, cette réalité, donc en fait, ce trafic de stupéfiants, ça existe toujours, mais en tout cas, depuis que j'ai commencé à effectuer des recherches sur l'eau, donc depuis une bonne dizaine d'années à présent, j'ai jamais ressenti ou vu de détresse humaine importante liée à ces venues de drogués. Après, c'est vrai que c'est une localité qui reste très pulsive, hein, pour la plupart des Israéliens. Il y a un certain nombre d'autres localités aux alentours qui, pour des classes moyennes inférieures, peuvent être des destinations classes moyennes inférieures, qui éviteraient absolument d'aller habiter à Loud, bien qu'à Loud même, il existe des quartiers de classe moyenne. C'est une agglomération qui est plus complexe qu'on ne le pense, c'est pas un monolithe de pauvreté. Qui constitue la population de Lod? Eh bien, si on repart des quartiers historiques, donc de l'ancien centre-ville d'Al-Lid, eh bien, c'est une population résiduelle palestinienne, principalement musulmane. Dans cette vieille ville, il y a toujours 2 mosquées historiques et la basilique de Saint-Georges, qui fait un peu la gloire et la renommée de Lida, hein, puisque c'est considéré comme le lieu de naissance de Saint-Georges. Et puis, si on décrit par cercle concentrique, au sud de ce centre ancien, il y a le centre de la ville nouvelle, de la ville de développement qui s'est adjoint à cette ancienne localité, qui là comporte dans son centre et dans ses alentours un certain nombre de populations, pour une bonne partie d'entre elles donc d'origine nord-africaine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec donc une première synagogue tunisienne qui date de 1952, justement en remontant depuis l'ancienne vieille ville vers la ville nouvelle. Et puis on trouve aussi quelques résidus de population roumaine ou encore turque. Mais ensuite, à partir des années 70, on trouve aussi dans ces nouveaux quartiers de la ville nouvelle des quartiers géorgiens, donc Grouzinim en hébreu. Donc c'est là, dans un de ces quartiers, que j'ai résidé moi-même pendant 1 an. Et puis, quand on s'éloigne toujours davantage, et qu'on va sur les pourtours de cette ville nouvelle, on trouve des quartiers de villas. Le mot serait un peu trop luxueux pour décrire ce que seraient des sortes de pavillons améliorés. On retrouve la majorité de l'ancienne population chrétienne d'Al-Lid, palestinienne chrétienne, et on retrouve une partie de ces populations juives orientales qui auraient plus ou moins réussi au cours des années 70, 80, 90. Et encore extérieur à ça, on trouve d'autres nouveaux quartiers, en particulier un grand ensemble qui se trouve de l'autre côté de quartiers palestiniens informels qui se sont constitués au fil des années 70-80. Un quartier quasiment exclusivement russe, qui s'appelle Gané Aviv, qui est au nord-ouest en fait de l'agglomération, et où 95% de la population est post-soviétique d'origine russe, juive ashkénaze, et puis 5% de population post-soviétique non russe. Et qu'est-ce que vous appelez la hormixité alors?
les communautés qui sont hors mixité, notamment les communautés par exemple chrétiennes. En fait, déjà, il faut comprendre que la classification israélienne des populations par le Bureau central de la statistique, CBS, est elle-même largement empreinte de culturalisme. Parler des Palestiniens comme parler d'Arabes, eh bien, ça met déjà de côté la majorité de la population arabe de la ville, qui est une population juive arabe. Donc déjà, les dénominations, la taxinomie est déjà hautement problématique sur qu'est-ce que ça voudrait dire cette mixité, alors que finalement, c'est une mixité pour décrire ce qui serait une minorité dite arabe, mais de facto palestinienne, alors que finalement, si on prend la culture arabe au sens large, la majorité de la population, enfin en tout cas une minorité de plus de 40% ou 45% est arabe à Loud, puisque si on y adjoint voilà, les populations d'origine, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nord-africaine, mais aussi égyptienne, irakienne, et bien tout ça... On appelle les juifs orientaux. Voilà, Mizrahim, mais Mizrahim, c'est aussi un terme qui lui-même recouvre des réalités assez diverses. Quand on pense à Mizrahim, on pense à des juifs venus des pays musulmans. Et pourtant, là encore, il y a des exceptions, puisqu'on trouve les Grouzinim, qui sont des Géorgiens, des juifs géorgiens ou des Géorgiens juifs d'origine... donc d'un pays dit oriental à majorité chrétienne. Cette vision de la mixité qui serait binaire, avec d'un côté des juifs, de l'autre des arabes, donc avec tous les guillemets, dans le cas de l'Od al-Lid, c'est quand même proche de 30%, mais dans la définition de la ville mixte, l'impensé, c'est l'idée qu'il y aurait une majorité juive, une minorité arabe, donc palestinienne, et qu'en fait, ça serait dire mixte pour parler de ces rapports entre majorité et minorité. Mais dans le cas de localités comme Al-Lid, Loud, Lod, on est un petit peu comme dans le cas de certaines villes de type Sarcelles en France, où en fait on a un confetti de diversité populationnelle qui rend ce genre de classification assez vite caduque. Et si on oublie ce caractère binaire, en fait, de ce classement entre d'un côté des juifs et de l'autre des arabes, donc qui seraient dans l'imaginaire collectif musulman, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une minorité chrétienne importante, eh bien, on trouve en plus de cette vision binaire, enfin, ou à côté plutôt, un certain nombre d'autres populations qui, à partir des années 90-2000 notamment, et de la néolibéralisation, de l'ouverture de l'espace israélien à des phénomènes migratoires plus complexes, eh bien, on trouve aussi d'autres types de populations, à savoir des juifs qui n'en sont pas complètement, ça veut dire des personnes d'origine juive ou pas, qui vont être pratiquantes chrétiennes. Donc il faut savoir qu'à la basilique Saint-Georges, on trouve deux offices, un office le dimanche matin pour les chrétiens orientaux et un office le Shabbat matin pour les juifs chrétiens, qui peuvent être pour un certain nombre d'entre eux d'origine juive ou pas, et qui peuvent être en général d'origine post-soviétique, ukrainien, russe, mais aussi éthiopien. Ce n'est pas comme dans le cas justement du quartier autour de la gare des bus de Tel Aviv, où il y a une sorte de relégation. Là, les personnes sans papier sont insérées dans le tissu économique local. Et comment ces communautés vivent entre elles à Lod? Est-ce qu'on considère qu'il y a un brassage ethnique? Est-ce que les gens travaillent ensemble? Je veux dire, la scolarisation se fait entre toutes les communautés. Comment ça se passe, justement? Pour dire les choses assez clairement, il y a assez peu de brassage de type mariage mixte, de type scolarisation dans les mêmes écoles. C'est plutôt une sorte de mixité par le quotidien, par le bas, et par des activités de côtoiement, donc comme je vous l'ai dit au départ de ce podcast, notamment à travers les activités économiques, commerciales, comme ça peut être le cas sur le marché, dans un centre de supermarché, et puis à la fois aussi d'évitement, il ne faut pas idéaliser du tout même cette situation infra-politique, si on veut, de côtoiement sans heurts importants, mais on trouve tout de même un certain nombre d'immeubles où dans la cage d'escalier, il va y avoir des populations diversifiées, juives, non juives, musulmanes,
avec, voilà, si on prend le cas des émeutes, hein, en tout cas des soulèvements du printemps 2021, c'était assez dramatique puisqu'on a trouvé des populations âgées d'origine maghrébine, juive, habitant dans des mêmes immeubles que des populations musulmanes d'origine palestinienne. Finalement, qui vivaient relativement paisiblement au quotidien, qui se sont retrouvés en butte les unes par rapport aux autres. Mais du coup, ça a révélé aussi, ces violences-là ont révélé en creux, si on veut, le fait qu'auparavant, il y avait le fait d'habiter ensemble, même si on n'est pas forcément dans un type des formes de brassage important. Malgré tout, c'est à souligner parce que c'est relativement rare. Et pour donc revenir à une de vos questions initiales, c'est ce qu'on ne trouve pas ou très peu à Jérusalem. À Jérusalem, ce cas de figure est, pour ainsi dire, très infinitésimal, quoi. Les trajectoires résidentielles des uns font le malheur des trajectoires des autres, puisqu'en général, quand des populations d'origine palestinienne, donc en général musulmane, vont commencer à habiter dans un immeuble, ça va faire fuir une partie des populations juives de ces immeubles-là qui vont chercher à se relocaliser ailleurs. Et donc il y a des transformations lentes de ces quartiers concernés par ces mixités résidentielles. Et à l'inverse, phénomène qui a d'ailleurs été en partie à l'origine des tensions et des violences de ce printemps 2021. On a aussi, en particulier depuis le courant des années 2010, des populations juives sionistes religieuses qui sont venues habiter volontairement dans des immeubles à majorité palestinienne, dans l'idée justement de contrer cette présence palestinienne dite arabe dans ces immeubles paupérisés. Et c'est ce cas de figure-là qui, à l'inverse de celui que je décrivais tout à l'heure, entre deux populations arabes, l'une juive, l'autre musulmane, va contribuer à générer des tensions nouvelles et à défaire, à détricoter un subtil équilibre déséquilibré, certes inéquitable, mais qui, bon an, mal an, avait perduré pendant plusieurs décennies. Mais malgré tout, ces villes dites mixtes sont intéressantes parce que ce sont des laboratoires, en fait, des espoirs, mais aussi des impasses, des impasses et des limites de l'éventuelle solution israélo-palestinienne. Dans mon enquête, le fait de résider à l'année à Loud m'a permis d'assister à un certain nombre d'événements phares des divers calendriers nationaux et confessionnels de la localité, notamment de voir que font les populations d'origine palestinienne à Yom Ha'atzmaut, et bien le jour de l'indépendance, et bien on en trouve qui viennent, tout comme les populations d'origine juive, faire leur barbecue dans les parcs. Et on a aussi un moment phare palestinien dans le calendrier palestinien, c'est le pèlerinage de Saint-Georges d'Abou Djiriès, qui se déroule mi-novembre chaque année, qui est un pèlerinage palestinien traditionnel, et qui, comme pèlerinage palestinien traditionnel, est déjà lui-même mixte, car c'est un pèlerinage chrétien dans lequel viennent s'adjoindre des populations musulmanes qui révèrent elles-mêmes Saint-Georges et qui, attrapées aussi par ce moment de festivité, cette ambiance de kermesse, eh bien, viennent autour de la basilique Saint-Georges, et pour notamment aussi les femmes, viennent allumer, des femmes voilées musulmanes, aux grandes dames de l'imam de la mosquée qui est attenante en fait à la basilique, viennent allumer des cierges dans la basilique. Et comme on est aussi dans un contexte israélien, et dans un contexte israélien dans lequel on a un certain nombre de, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de juifs, de personnes d'origine juive ou plus ou moins juives, qui vont pratiquer le christianisme, on a aussi un certain nombre de ces populations. Donc j'évoquais tout à l'heure ce double office du Shabbat matin et du dimanche matin. Et bien au moment du pèlerinage, on a toutes ces populations qui sont mélangées. Et on a aussi des touristes israéliens des classes moyennes
laïcisés qui viennent observer tout ça. Donc on a des moments, des espaces-temps dans la vie locale de Loud qui sont aussi des moments qui montrent que, en dépit donc, de cette torpeur socio-économique, on a des moments de partage, bien que ce soit des partages limités. Et tout ça donc, dans un contexte qui est plombé par le politique. Donc on a finalement une municipalité de Loud qui a préfiguré, qui a été une sorte de laboratoire de ce qu'on retrouve à l'échelle nationale aujourd'hui, de cette alliance entre le Likoud de la droite nationaliste avec des mouvances sionistes religieuses. C'est quelque chose qui existe à Loud depuis maintenant un certain nombre d'années, antérieurement à ce qui se passe au niveau gouvernemental aujourd'hui. Et on a comme symbole de cette reconquête, si j'ose dire, l'édification d'un nouveau bâtiment de la mairie, en plein cœur donc, de l'ancienne ville ottomane, avec une architecture israélienne, orientaliste, un peu kitsch, d'un bâtiment monumental qui fait 7 à 8 étages, alors que le tissu urbain des maisons ottomanes en fait maximum 2. Et donc on a ce poids du politique qui entend surdominer la situation locale, alors que d'autres échanges entre populations sont possibles, comme le montre cet espace-temps du pèlerinage de Saint-Georges. هو اللي بدأ الحرب هو اللي كتب كتبه تاريخ الحرب قبل ما الحرب تبدأ واحنا كنا هنا جنود بالشطرنج وهو بحركنا نا وانا واحد من اللي شنوه اللي راح ياكل واحد من الملوك لما تفكر اني بفكر هلا بجهنم لا جنة عدم لا Heimisch, Refusnik, La Lot, Hops, Utopia, Kibbutz, Café, Yayin.